Bienvenue à cette cinquième séance des midis du campus 360. J'ai d'abord quelques petites annonces logistiques à faire. Donc vous savez qu'on est filmé en fait, hein. On est diffusé dans différents sites du groupe en province. Et puis on est filmé. Et donc la restitution de la conférence sera disponible ensuite sur YouTube, sur la chaîne du groupe. Et donc, j'en viens à la question logistique, c'est qu'il faut que ceux qui posent des questions, s'il vous plaît, le fassent dans leur micro pour que cette question puisse être enregistrée, sinon on n'entend pas le son. Voilà. Donc ceci étant dit, on en est à la cinquième séance des midis du campus. Ce campus 360 a pour objet d'explorer finalement le monde qui nous entoure, et en traitant de différents registres. On a traité déjà, on est parti dans la philosophie, dans l'architecture, dans les nouvelles technologies au travers des objets connectés. On a fait de la géopolitique et des relations internationales. Et puis enfin, on aborde un domaine nouveau, ce qui est celui de l'art, hein, puisque Yann Kersalé, qui nous fait le plaisir de venir nous voir aujourd'hui, est un artiste plasticien. Son sujet, sa matière, c'est la lumière. Et son travail, eh bien, de mise en lumière donc, des espaces urbains, mais pas que. J'ai vu en apercevant quelques slides qu'il n'y avait pas que les espaces urbains qui étaient concernés. Mais donc son travail de mise en lumière apporte en fait une poésie qui est à la fois accessible à tous, je pense, universelle et puis quotidienne. Dans nos vies d'urbain et pas d'urbain, en fait, et pas seulement d'urbain. Et donc rien que ça, c'était évidemment une raison suffisante pour inviter Yann à venir nous exposer son travail dans ces midis du Campus 360. Mais il se trouve que Yann est aussi un partenaire de CETEC dans un certain nombre de projets que nous faisons, des projets de bâtiments, des projets d'aménagement urbain, et peut-être des projets de transport, pas encore, mais peut-être dans le futur des projets de transport, puisque tu travailles aussi sur ce sujet-là. Oui. Donc voilà, donc c'est avec plaisir qu'on va te passer la parole. Alors l'audience est un peu clairsemée aujourd'hui, je ne sais pas, c'est peut-être le mois de mai qui est un peu à l'œuvre là, mais cette séance intime n'en sera que plus enrichissante pour tous ceux qui sont là avec nous. Non, donc c'est grâce à l'intermédiation de notre ami Armel Rakhmadou de Bâtiment que tu es là, donc je le remercie et puis je te passe la parole. Merci. Ça tombe bien que tu aies énoncé les sujets précédents, parce que je pourrais dire que je les côtoie tous. Tu as parlé de philosophie, ça tombe bien, parce que vous allez voir que j'ai des grands camarades comme Baudrillard et tout ça que j'ai côtoyé et que je côtoie d'autres. La nouvelle technologie, on pourra en parler. Voilà, l'urbain, tout ce que tu as dit. Peut-être en préambule, pourquoi ce titre Matière, Lumière, Lumière, Matière? C'est en fait une démarche que j'ai artistique, que j'ai empruntée il y a maintenant fort longtemps. J'ai à la sortie des Beaux-Arts une volonté de faire un acte artistique qui s'insère beaucoup plus dans le quotidien des gens plutôt que dans les arcanes de l'art qui pointaient à cette époque-là. On commence à parler de la fin des années 70. Mais donc tout ce qu'on connaît en art contemporain aujourd'hui, qui est relayé par toute une organisation très spécifique. Et donc je voulais me démarquer de cette posture, on peut appeler ça comme ça, pour tenter de faire de l'art à l'intérieur d'un tissu public, très public, et pas forcément pour les galeries, les marchands et les autres musées spécialisés en art contemporain. Donc voilà, j'ai donc évidemment très vite eu des complices, si je puis dire, pour mes larcins nyctalopes, on va dire ça comme ça. Bon, ça fait rigolo parce que la phrase est marrante, mais effectivement, j'utilise en premier lieu, comme je pourrais dire, toile de fond. C'est pas tout à fait exact, puisque je travaille plutôt dans la volumétrie plutôt que dans le plan. Mais disons que voilà, c'est du crépuscule à l'aube.
il m'était donné la possibilité d'exprimer un travail artistique qui évidemment disparaissait dès que le soleil réapparaissait. Et évidemment, les complices ont été tout de suite les architectes, forcément. Et puis aussi des paysagistes et également des urbanistes. Voilà. Ce qui ne m'empêche évidemment pas, c'est ce que l'on va voir, de faire une sorte de travail, on va appeler ça comme de laboratoire, c'est-à-dire des recherches que je pourrais considérer comme fondamentales si on veut faire un parallèle avec les scientifiques, ce que j'appelle les expéditions. On va commencer comme ça, histoire de se mettre dans le climat et dans l'ambiance. Et puis après, on pourra dialoguer autant que vous le souhaitez sur tout ça. Parce que vous verrez qu'il y a plusieurs secteurs que je côtoie et qui normalement sont assez cloisonnés, mais je peux faire du design alors que je ne suis pas designer, je peux faire du paysage alors que je ne suis pas paysagiste, je peux faire aussi de l'architecture entre guillemets, mais avec des architectes, sans être pourtant architecte, et je peux faire de l'art contemporain sans pour autant être estampillé Palais de Tokyo par exemple, pour donner un truc. Par contre, il va y avoir un petit problème technique, c'est que je vais vous montrer beaucoup d'images de nuit. Et l'image de nuit, là, je ne sais pas si c'est faisable, la technique, de baisser quand même l'abat-jour sérieusement, jusqu'à la limite que la captation... Parce que ce n'est pas moi le sujet important. Hein, l'important. Et si vous coupez cette ligne et que je me mets en douche sur celle-là, ça vous irait ou... on peut tenter, je suis désolé, mais je présente de la lumière de la nuit, si c'est en plein jour. Voilà, comme je suis pas... Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Est-ce que là, ça va? Ça va. Voilà. Et est-ce que l'ambiance générale, on peut la baisser un poil là, derrière? Non, pas elle. Non. Je pense celles qui réfléchissent les murs. Non, faut pas m'enlever ma doudouche. Là, ça c'est bon, mais oui, là ça va. Là c'est mieux, hein. Ça va aller, quoi. Donc, je vous montre là une des premières expérimentations qui, je dirais peut-être, qui m'a fait connaître dans le monde de l'art et qui se passait à la Pointe de la Torche. C'était un encéphalogramme de la mer. Je m'explique. J'ai été voir évidemment les spécialistes de la mer, Ifremer, qui s'appelait le SNEXO à l'époque, enfin disons Ifremer aujourd'hui. Et ils m'ont donné la possibilité en direct de pouvoir pendant un mois capter la force du courant, la vitesse du vent, la hauteur de la marée et la forme de la houle, enfin en tous les cas, voilà. Donc ces 4 éléments de la mer, je les avais dans un petit bunker que nos amis allemands nous ont laissé, installé, une sorte de laboratoire de transition, et cet ordinateur qui à l'époque était à écran carré vert, vous imaginez, il n'y avait même pas la souris, donc voilà dans ma petite station laboratoire qui prenait toutes les informations sur le côté ici, droit. Et puis ces 12 caissons étanches qui contenaient, faisaient 3 mètres de haut, qui étaient posés sur la pointe de la Torche, qui est une pointe, pour ceux qui connaissent la Bretagne, réputée pour une activité extrêmement intense de mouvements maritimes, et surtout où la mer peut être très forte, ou au contraire très plate. C'est d'ailleurs à cet endroit que se passaient les championnats du monde de windsurf à l'époque. Donc c'était un spot, comme ils disent. Et je m'étais posé au sommet de cette pointe qui était à 600 mètres du rivage et qui devenait une sorte de phare improbable. Chaque paramètre de la mer avait une configuration, une chorégraphie lumineuse. Et ça se passait du crépuscule à l'aube pendant toute la totalité d'un mois de septembre qui est, pour nous, Bretons, important, parce que c'est l'époque des grandes marées, et parfois même des marées du siècle. Voilà, alors il y a un film en scope que j'ai fait et tout ça, mais il y avait du son et tout, on ne va pas vous le passer, mais
Ça vous donne l'idée de ça. Alors, à l'époque, c'était assez drôle déjà. Enfin, là, on était dans la technologie, voilà, puisqu'on faisait dialoguer 2 ordinateurs et 2 fonctions dans les balbutiements de l'informatique. Beaucoup plus récemment, j'ai pris au pied de la lettre un terme breton qui est plus qu'un terme, c'est une appellation claire, que Finistère, en breton, ça se dit Penarbed. Finistère étant latin de la fin de la terre, comme on l'entend bien. Penarbed, ça veut dire le début du monde. Donc, si on veut prendre le problème dans l'autre sens, je vais partir donc de l'ouest vers l'est, dans le territoire de la Bretagne qui m'intéressait d'explorer. Donc, j'ai commencé sous l'eau, sur le plateau continental, plus exactement avec l'aide là, alors, du Océanopolis. J'ai pu avoir un lieu sans poissons où j'ai pu filmer un certain nombre d'algues très hautes, très importantes, en les mettant en lumière, en insolaire, c'est-à-dire en les mettant en lumière dans la nuit et dans l'espace. À partir de ces captations, de ces cathédrales gigantesques, toujours pas de poissons parce que l'idée c'était de ne pas avoir d'échelle. Peut-être que ça fait 2 cm, mais peut-être ça fait 15 mètres de haut. On ne sait pas. Et à partir de là, avec cette récolte d'informations, d'images, de lumière-matière, j'ai fait une installation dans une boîte noire. Cette installation, c'est en fait des fils, des bandes plus exactement réfléchissantes qui prenaient toutes les sommes d'images que j'avais montées et rythmées de ce que j'avais capté sous la mer pour les restituer dans cet espace. Alors on était dans une immersion avec un son aussi, parce que je prends souvent le son du lieu dans lequel je fais l'expérience, et on pénétrait dans un monde maritime, mais à sec, si je puis m'exprimer ainsi, et pas besoin de maillot, quoi. On n'était pas mouillé. Alors là, je ne sais pas comment ça se passe, s'il y a des images en mouvement. 2 fois. Voilà. Donc on avait... voilà. Alors évidemment, j'ai souvent de très bons clients auprès des enfants, avec ce genre de choses, et des vieilles personnes. Je ne sais pas pourquoi, c'est de 7 à 77 ans sans doute, et j'ai 2 extrêmes. On a là... Alors évidemment, puisque j'étais sous l'eau, il faut bien qu'à un moment donné, j'arrive à la surface. Et donc, première île venue, celle-là au hasard, qui avait un phare. Et alors, ce qui m'intéressait là, c'était pas tellement de faire une mise en lumière du phare. Donc, on a bien compris que c'était une expédition qui a duré plusieurs semaines, où j'ai été comme ça faire une installation sur le site pour 2 jours, 2 nuits plus exactement, capter, filmer, prendre la matière pour en faire ensuite une restitution dans des boîtes noires. Donc ce phare, autorisation des phares et balises, tout ça, je vous passe les détails administratifs de toutes ces installations. Là, ce qui m'intéressait, c'était de le marquer d'une lumière bleue qui posait aucun problème pour la circulation maritime, puisque c'est une couleur qui n'existe pas, je veux dire, en termes d'indication. Et ce qui me plaisait surtout, c'était ce que je cherchais à obtenir, c'était ce reflet-là. Parce que le clapot de la mer, etc., allait me générer de la matière-lumière. Donc on a eu un résultat de cet ordre-là, très vertical donc, que j'ai installé dans une boîte noire horizontalement. La pièce s'appelait la verticale allongée, voilà. Et donc en fait, j'ai projeté cette matière en mouvement de clapot d'eau avec son reflet bleu dans une pièce où il y avait 2 miroirs aux 2 extrémités qui mettaient cette ligne de mouvement à l'infini. Pour obtenir un très beau contraste entre le noir et l'image, parce que projeter de l'image sur du noir, ça marche encore, mais c'est un peu affaibli en termes de contraste. Donc j'ai été repeindre à la main tous les éclats qu'il y avait sur le mur, de façon à obtenir cette installation.
Alors évidemment, ça donnait quelque chose de particulier, quoi. Et on était voilà, baigné dans l'horizontal. C'est vrai qu'il y a du mal à digérer hein, la captation là. Bizarre. Bon. Alors évidemment, sorti de l'île, il fallait bien mettre pied à terre. Et ici, c'est une grande formation géologique. On pourrait penser que c'est l'être humain qui l'a fabriqué, pas du tout. Ça date de l'ère glaciaire, ça s'appelle le Sillon Noir, c'est dans les Côtes d'Armor. Et c'est une sorte de pier, un grand quai, quoi, qui, comme ça, va très loin dans la mer, d'1 kilomètre. Et donc, je lui ai greffé des tiges, forme de canne à pêche improbable, avec en haut un bouquet de LED. Et donc l'idée était d'avoir le vent, la progression de la marée, le reflet, voilà. Ce qui a été bien la première nuit, parce que c'était plutôt calme, manque de peau, mais pas vraiment manque de peau, parce que plutôt c'est ce qui existe quand on fait des expérimentations in situ, comme ça, quand on est dans le truc, on a du coup des hasards heureux, on va appeler ça. Et on a eu un fort coup de nord-est, conjugué avec la plus haute marée du mois. Ce qui nous a donné une tempête monstrueuse. À un moment donné, on a perdu toutes nos tiges. Enfin, on les a retrouvées le lendemain matin parce qu'ils étaient bien fixés au sol, mais c'était couché, rempli d'algues et tout, ne remontait plus. Mais ça a donné une tempête extraordinaire. Il y a 650 tiges quand même, il y avait beaucoup de... Et ça a permis de faire de cette installation d'une sorte d'écran triple, avec des espaces, et on pouvait se véhiculer entre les lames, et on avait là un son pris sur place au moment de la tempête. Et donc c'était une des pièces où on avait une perception sonore et visuelle très... voilà. Alors évidemment, une fois parti du bord de mer, je suis rentré dans les terres très profondément pour aller dans la forêt du Huelguat, qui est une forêt assez particulière puisqu'il y a une rivière qu'on ne voit pas à cet endroit-là en tous les cas, mais qu'on entend fortement à travers ces énormes pierres. Alors, on dirait un petit jardin japonais comme ça, mais en fait, par exemple, cette pierre-là fait au moins 250 tonnes. Il y a une monstruosité de pierres rondes. On se demande pourquoi elles sont rondes. Elles ont roulé dans quoi? On ne sait pas. Alors, comme les Bretons aiment bien toujours faire des légendes improbables, il semblerait que le village de là et le village de là ne s'entendaient pas. Ils se balançaient des pierres, elles étaient trop lourdes, donc du coup, elles restaient au milieu. Enfin, c'est une histoire. Donc, chaos de feu qui s'est transformé, parce que ça s'appelle le chaos du diable en endroit, donc c'était chaos de feu, et donc cette fonction liquide était dans une grande pièce, grande carrée, mais toute couverte de miroirs au plafond, ce qu'on avait le double de la force de tout ça, avec un gonflable. Donc on pouvait toucher et prendre, voilà, je dirais à la main. Et on entendait le bruit de la rivière, les craquements. Alors toujours mes fidèles observateurs. On est toujours dans une grande pièce noire. Finalement, sorti de cette forêt, je suis parti dans la première installation humaine architectonique, si je puis dire, même si on ne sait toujours pas à quoi ça a servi exactement, les aliments de Carnac. Et je voulais, avec ces pierres dressées, faire une forme de gavotte improbable, une danse, faire danser les pierres. Jouer sur la notion des ombres, porter et pouvoir obtenir comme ça toute une matière avec une grue qui permettait de filmer ça du dessus, afin d'obtenir cette matière que je projetais sur un mur mou, on va dire mou parce qu'il était souple
il y avait un exosquelette qui était sur le mur, fait de bois, et du lycra était tendu sur la totalité de ce squelette. En projetant ces matières de pierre et de mouvements circulaires de la lumière autour de ces pierres, en projetant cette matière par les côtés, on obtenait une sorte d'anamorphose de l'image et donc une distorsion de la chose. Alors, après la construction la plus lointaine, la construction la plus proche, ça c'était une ZAC, vous qui êtes dans la partie, vous savez ce que c'est, donc c'est des immenses territoires qui appartenaient à l'armée à Rennes, donc là on arrive à la frontière bretonne en plus, et ce lieu n'avait pas été ouvert au public depuis 1960. Et donc, il restait comme ça quelques ruines de bâtiments qui ont été détruits par la suite. J'ai dit, tant qu'à les détruire, attendez un peu 2 minutes, je vais les rééchafauder. Et puis, on était là au bord du périphérique rennais, donc beaucoup de bruit de circulation, plus les engins de chantier, parce qu'ils ont fait très vite pour pouvoir mettre tout ça, donc c'était quasiment du 24h/24. Donc, très gros bruit urbain. Et avec cette structure, une sorte de chrysalide qui s'était faite autour de ces maisons provisoires, j'ai obtenu toute une matière de lumière que j'ai pu installer, monter. Et dans une boîte qui était très haute de plafond, plus de 6 mètres, il y avait au plafond cette chrysalide, on va dire, cette forme particulière de plafond croisé de bandes. Et ces bandes-là sont des rubalides qui sont utilisés par la police pour les scènes de crime. Du coup, on avait là une structure, une matière qui, vous allez le voir en mouvement, donnait comme la sensation d'un réseau urbain multiple, une sorte de perception de multiples autoroutes et phénomènes autoroutiers qui se diffusaient sur cette bande. Donc, espace public contemporain. Et alors, évidemment, après, il fallait aller au-delà, c'est-à-dire le monde, la mondialisation, le monde de l'image. Et donc, j'ai mis 650 chaînes de télévision en même temps sur je dirais, cette pièce de musée, je pourrais dire. C'est la première antenne qui n'est pas une parabole. Hein. C'est à l'intérieur de ce dôme gonflable, il y a une grosse antenne qu'on appelle l'antenne à cornet et qui ont reçu les premières images transatlantiques parce qu'il y avait la même structure du côté des États-Unis. Je crois que c'était autour de New York, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on a eu notre première image en direct des États-Unis, notamment, je crois même, de l'assassinat de Kennedy. Et donc, je dirais, la mère de toutes les chaînes, de toute la télévision, est dans cette atmosphère de médias complètement mise en phase en même temps. J'en ai fait une installation, puisqu'on sait bien que l'image est particulièrement télévisuelle et très éphémère. Hein. Il en reste des archives, bien sûr, mais le jour et le lendemain n'est plus le même. Enfin, bref, ça. Donc j'ai mis à la cave, comme un éboulis de charbon, mais là, c'est un éboulis de médias. Donc il y avait un éboulis de tous les sons et de toutes les voix et de toutes les langues, de toutes ces chaînes à la cave. Voilà. Dans une petite boîte qui était ouverte avec des fenêtres qui étaient sous la forme des fenêtres de cadres de télévision.
et on pouvait percevoir cette installation comme ça. C'est vraiment pas ce qui se passe avec la vidéo, c'est bien bizarre. Elle n'a pas envie. Encore mes jeunes supporters. Voilà. Donc ça, ce sont deux sujets d'expédition. J'en ai fait bien d'autres. Bon, autrement, on en aurait pour la journée. Donc, je voulais vous montrer ça en préambule parce que c'est avec ces expérimentations que je vais pouvoir ensuite rentrer dans la configuration d'une commande ou d'une commandite, comme les artistes l'ont eu tout au long de l'histoire de l'art, pour pouvoir répondre à un certain nombre de choses sans perdre la notion de quête et de recherche de poésie, de quête et de recherche plastique, et de quête et de recherche de la forme, de l'image et tout ça. Donc, ici, c'est une aventure particulière aussi, mais vous allez retrouver des traces de ce que je vous ai dit précédemment. C'est un champ de joncs qui ont 3 tonalités différentes. Vert pour ce qui est de l'évaporation de l'eau, bleu pour la pluie et blanc pour la glace. Donc forcément, le froid, le moyen et le chaud. Ça tombait bien parce qu'à l'époque, il y avait Météo France qui est juste à côté. Donc on avait une information permanente de la nature de l'eau. Et ce lac virtuel, finalement, est dans le jardin Quai-Branly. Alors ça, c'est visible, hein, il suffit d'y aller quand il fait nuit. Bon, là, maintenant, on rentre dans une période où il faut attendre 10h30 du soir pour se voir. Mais ils font des nocturnes, donc c'est faisable encore. Mais c'est bien sûr l'hiver que l'on perçoit ça très facilement. Alors, sous la sous-face du bâtiment, on a l'impact des joncs, puisque ce sont des lettres qui sont enterrées et qui sortent et qui émergent de la terre autour de la végétation et qui font des impacts. Alors, vous me direz pourquoi rouge? Ce n'est pas parce que j'ai un jonc rouge, c'est simplement c'est les blancs. Les blancs restituent évidemment la couleur de la sous-face qui est rouge brique. Par contre, sur ce même rouge, vous projetez du bleu ou vous projetez du vert, ça reste bleu ou ça reste vert. Le rouge n'est pas restitué, c'est bien normal. Mais ça, ce serait après un cours de peinture, ce serait plus compliqué. Voilà. De la même façon, pour rester dans la notion de l'eau, une commande du nouvel aéroport de Denver, l'ancien pour ceux qui ont vu les images ou qui ont déjà débarqué là, et puis le nouveau, donc ça c'est tout le projet tel qu'on l'avait suggéré, mais surtout, il y a une très grande dénivelée entre l'ancien aérogare et les quais de ce train qui amène tous les passagers directement à Denver Centre. Et donc, il y a un très grand escalator à l'américaine, donc 4 voies, je ne sais plus combien de portées. Et donc, voilà. Et cette matière d'eau de ce Colorado très particulier, parce qu'ils ont quand même des neiges éternelles et aussi des déserts. Donc, tout ça étant autour de... Au lieu de leur faire une carte postale, j'aurais suggéré de faire... Alors là, j'ai été un peu trop vite. De faire un mur, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais au lieu d'être mou, lui, il est en dur. C'est un écran déformé volontairement, et donc ces cubes sont en fait comme des morceaux d'éclat. C'est là qu'il y a les vidéoprojecteurs qui projettent de la matière. Et ils ont toutes les matières de l'eau au fil de leur descente du Colorado. Donc beaucoup de cascades, beaucoup de torrents, et voilà. L'industrie aéronautique, donc voilà, c'est le centre conférence et d'Airbus international qui se trouve être à Toulouse, au pied des pistes, une sorte d'université interne. Et donc cette forme que l'architecte Vallaud-Despistres, enfin les architectes ont trouvé, qui est en fait une sorte de mise en matière réelle des turbulences au bout des avions, je les ai retraités comme ça en lumière avec tout un ensemble de sources posées derrière. Alors,
travail pris en cours, c'était pas prévu au départ, hein, ça arrivait comme ça. Central Park, mais à Sydney, partie très haute de la ville de Sydney, qui a un bâtiment, la HQE absolue, qui d'ailleurs consomme moins qu'il en produit, avec cet héliostat qui, avec ces miroirs-là, reçoit... donc ces miroirs reçoivent tout le solaire, mais aussi renvoient de la lumière pour que ça descende ici. Ça se voit pas, mais c'est un très grand trou, on voit les descentes d'escalier. Et là, il y a tout un tas de restaurants, centres commerciaux et tout ça dessous. Mais la nuit venue, ça devient un tapis volant de la mer, puisque c'est toute la matière de la baie de Sydney qui se retrouve réfléchie, une sorte de sacré rétroviseur, hein. Voilà, qui... Alors, ça, c'est une petite explication pédagogique. On a plusieurs natures de l'eau de la baie de Sydney. On en prend une, on la passe dans une moulinette, on la métamorphose, on la ralentit, on l'augmente. Alors, c'est évidemment beaucoup plus fluide que ça, mais ça vous donne un peu une idée. Et cette matière nouvellement machin, on la retrouve dans la partie haute du bâtiment. Le MUSEM, donc un bâtiment qu'on connaît, quoi, à Marseille. Là, on est plutôt dans la référence de la peau bleue du poisson sardine, bien entendu, pour Marseille, mais aussi maquereau, enfin tous les poissons pélagiques. Et c'est une installation qui est destinée à être perçue, bien entendu, comme on le voit ici, mais aussi de l'intérieur, puisque comme vous pouvez le deviner, ici, il y a un élément circulatoire avec la pente qu'il faut pour que tout le monde puisse l'emprunter. Et en fait, c'est une circulation extérieure entre la peau et le bâtiment. On n'est pas obligé de prendre un ticket pour aller au musée. On peut circuler comme une promenade. D'ailleurs, en la remontant, ça permet d'utiliser la grande passerelle qui amène au château. Et surtout, on a un jeu de... Comme il y a un camailleux de lumière bleue et turquoise et vert, on a tout un ensemble de reflets qui sont ici. C'est plus que des reflets, je dirais, c'est des ombres portées colorées et qui fait une espèce de tapis tout autour. Voilà, alors comme on n'était pas loin, on s'est aussi occupé du port, mais ça n'a rien à voir, c'était même pas prévu qu'on soit en même temps, à la même époque, sur deux projets qui n'avaient pas de lien. Et du coup, ça en fait un, parce que le MUSEM, pour ceux qui connaissent Marseille, est là-bas au bout. Et là, c'était plutôt un projet d'urbanisme, puisqu'il s'agissait de redonner aux Marseillais et aux visiteurs de Marseille la possibilité d'enfin pouvoir marcher au bord des quais. Parce que, pour ceux qui ont connu Marseille avant cette installation, c'était encombré jusqu'à 6 mètres ici, tout le long, de barrières avec des bagnoles, de tous les usagers du port, particulièrement avec ces différentes associations qui empruntaient sur le territoire beaucoup de place. Alors au départ, on s'est dit on va se faire massacrer si on va proposer de les enlever, puis non. Parce que finalement, on leur a fait une petite, je dirais petit yacht club, une petite station avec une grue pour qu'ils puissent faire leur anti-fouling. Du coup, ils sont ravis. C'est les autres, après, parce que ça s'est fait en plusieurs tranches, qui commençaient vraiment à gueuler parce qu'ils n'avaient pas leur truc aussi. Je suis occupé de tous les pontons pour que ça donne aussi une nature autre qu'un immense trou noir. Donc c'est un balisage avec du bleu sur les étraves des bateaux et du blanc pour la circulation. Et surtout, ces mâts, qui ont été, je dirais même, dessinés pour l'occasion, puisque je suggérais avec mon camarade urbaniste paysage des vignes de dégager l'espace. C'était pas pour que je revienne avec une tripotée de mâts ici pour faire l'éclairement. Donc l'idée était de concevoir un appareillage qui puisse être capable d'éclairer la rue tout en éclairant l'ensemble du quai sans être obligé de rajouter bornes, balises, petits, grands, moyens, candélabres. Voilà. Là, on est dans un tout autre monde. C'est, je dirais, les monuments historiques. Pareil, je ne suis pas vraiment spécialiste dans le monument historique. Alors, du coup,
moi, je leur ai suggéré de ne pas éclairer le bâtiment, mais de n'éclairer que ses toitures, comme une sorte de réflexion d'une constellation improbable. Et donc, c'est tout un parcours. Alors, c'est très long. On s'occupe évidemment de tout l'ensemble du lieu pour qu'il y ait les nocturnes de Fontevraud, quoi. Voilà. Jour, nuit. Et ça, c'est la cuisine. Donc, installation dans l'installation, avec tout un ensemble de crobards, dessins, quelque chose dans la grande nef. Enfin, voilà. C'est assez Dohart, hein, vous voyez là, tous ces immeubles-là. Puis il y en a un qui est le moins grand, mais qui se distingue un peu, et qui passe d'or en argent, en permanence. Ça plaît beaucoup là-bas, ils aiment bien l'or, l'argent, tout ça, c'est bien. Et donc il y a une espèce de métamorphose comme ça, permanente. Je dirais la sœur aînée, même élément structurel, mais avec un... Architectoniquement parlant, c'est exactement la même chose, sauf que là, il y a des lamelles de verre à la place de l'aluminium. Ça, c'est la Deutsche Post à Bonn. Ça, c'est complètement connecté à l'arrivée du courrier, à la sortie. Opéra de Lyon qui respire de façon différente. Le dôme, il respire dans son entier quand il y a concert. Et quand il n'y a pas opéra, concert et tout ça, il y a répétition forcément, et là ça ondule. Depuis le temps que c'est là, maintenant les Lyonnais ils savent que quand ça ondule, c'est que ça répète, parce qu'il manque un élément dedans. Il y a même un programme pour le pompier de service, quand il fait son tour, il peut appuyer sur un bouton, ça fait un gros soubresaut en pleine nuit. C'est bien. Un gros morceau, là aussi, l'aéroport de Bangkok. Donner une échelle, c'est-à-dire que l'aéroport de Chicago rentre dessous, là. Là, une autre confrontation, hein, on en parlera si vous voulez, mais je veux dire, là, c'est le monde de l'ingénieur par excellence, plus l'aéronautique, plus la sécurité, etc. Essayer de faire une œuvre d'art avec un machin comme ça, quand tu arrives à brûle-pourpoint comme ça passe pas bien. Finalement, on a réussi, parce que Helmut Jahn est un architecte qui défend fort ses idées, et donc j'ai pu mettre ça en place. C'est lointain déjà aussi, mais important parce que c'est à partir, d'ailleurs on le voit distinctement là, vous avez un énorme trou noir, rien derrière, et aujourd'hui tout ça, c'est la base sous-marine, c'est complètement réhabilité, il y a une passerelle qui permet d'y monter. Et puis tout derrière, il y a le grand projet Villeport qui est devenu donc un truc. Ça a mis 20 ans, mais j'avais fait un parcours en prenant toutes les grues, balisées rouges parce qu'on était à bâbord, et vert quand on était à tribord, et qui donnait la possibilité de se véhiculer comme ça dans un patrimoine qui, certes, là, n'était pas l'abbaye de Fontevraud, hein, puisqu'ils ont été rasés à 95%. Ça, c'est un petit gag, c'est pas de ma faute. Hein. Le bateau, il s'appelait comme ça, c'était juste subtil. Et c'était bien mon idée de faire que le patrimoine de cette ville, c'était tous ces outils portuaires et que ça puisse devenir une sorte de grande sculpture, un grand déploiement de... Alors ça a marché à fond. Hein. Il y avait même un guide, moi je n'ai pas été au courant, mais qui donnait des informations. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais... Voilà. Passerelle de la paix à Séoul, premier probablement... structure en ductale, enfin, Ricciotti a fait, c'était 2000, donc c'était le tout début de ce nouveau matériau. Et puis pas mal de projets qui ne sont pas restés, mais ça c'était pour la présidence de l'Europe, de la France. Et simuler toutes les langues parlées en Europe, mais surtout sur cette place, parce qu'elle est très sonore, on a l'impression d'être dans un intérieur plus que dans un extérieur. Ça partait des 4 rues. Et admettons que ce soit la stipulation des... Voilà. Hong Kong, ça c'était aussi pour rendre les clés aux Chinois, les Anglais. Donc qui dit anglais dit grand pavois, parce que peuple maritime par excellence. Et la soie aussi,
et le bambou pour les Chinois. Donc, c'était juste en face, sur le musée, en face de l'endroit où c'est signé l'accord. Ça, c'est le bord de la plage de Séoul. On retrouve le Gralumet, une très grande plage, pas à Séoul, à Busan, pardon, en Corée. Et ça fait la totalité de la truc. Ça, c'est à Tokyo. J'ai pris tous les fragments d'enseignes de néon qui étaient en clignotement permanent pour mettre dans un jardin zen une espèce d'énorme sushi, quoi, en fait. Et puis ça, c'est un projet qui est en cours, qui a l'air d'être bien parti. C'est une université, et du langage, en plus. Donc, en fait, tout ça, comme vous pouvez voir l'allégorie d'un livre ouvert, tout ça, ce sont des signes, mais qui ne font référence à aucun alphabet, et qui permettent de, descendant de là-dedans, de venir se côtoyer en ce cœur. Voilà. Ça, c'était pour faire réélire le maire. Enfin, on ne va pas demander ça comme ça, mais enfin, c'était un peu ça. C'était l'histoire de faire un grand projet pour le maire de Chicago. Ce qui fait qu'on l'a fait, sauf qu'on ne le fera jamais, parce qu'une fois qu'il a été élu, il ne s'en occupe plus. Donc le métro, les ponts et les sommets de chaque tour avec des matières qui étaient en fait tout simplement la réflexion du Grand Lac sur les 3 tours les plus conséquentes. Il n'y avait pas la Trump Tower? Non, parce que Chicago, je ne sais pas s'il a une tour. Il en a une. Non, elle n'était pas. C'est elle là? Non, elle est ailleurs, ouais. Ouais, mais petite. Et puis là, c'est un parcours au Qatar, alors sur des dunes, donc on voit qu'il y a tout un ensemble de potelets, très dans la lanterne, là, pour le coup, pour les circulations, aucune source visible, tout en dessous les bancs. Ça, c'est le waterfront, il y en a pour 4,5 km, donc vous imaginez, plus le yacht club, plus un restaurant, plus un autre restaurant, voilà. Bon, c'est pas. Souvent, on fait des trucs comme ça, mais après, on ne nous appelle plus. Alors, Et puis ça, on connaît ça, hein, ça va venir. Alors ça, c'est les toutes premières images, mais ça va être, je dirais, le dortoir des futurs métros, trains du Grand Paris. Donc on aura tout un ensemble d'images. Il y a quand même 1 kilomètre là. Puis on est au bord de l'autoroute qui va à Roissy et qui va sur Paris. Voilà. Et puis, l'aéroport de Mexico, c'est une drôle d'aventure. On était évidemment en shortlist, on était même les 2e, et même, disons, très bien placés. Manque de bol. L'autre concurrent architecte a pris comme associé le fils du milliardaire mexicain, donc le plus grand milliardaire du monde, je crois. Donc, du coup, on ne l'a pas eu, quoi. Voilà. Et puis, pour en parler tout à l'heure un peu d'objets, dans l'idée d'avoir un objet qui permette autre chose qu'une lampe torche de baroudeur, avoir un objet qui soit assez élégant, qu'on puisse avoir chez soi, posé sur sa table, qui se sépare en 4 morceaux, un 4x breton en fait, hein, et qui associe à la fois le côté lanterne de bateau avec la lanterne de la calèche. Donc du coup, Hermès était bien content de cette association. Et donc ils ont fait un truc, vous pouvez le regarder. L'acheter, ça sera beaucoup plus dur parce que ça coûte une blinde quand même. Hein. Tout en cuir, machin, plusieurs positions. Voilà. Alors celle-là particulièrement, c'est en cuir en plus de crocodile bleu, voilà, alors, très coûteux également. Alors moins coûteux, mais quand même, c'est du cristal baccarat. On retrouve les signes de baccarat, ce qu'on appelle les épontis, et puis les pointes de diamant. On en a fait 2, donc ça se prend à la main, comme vous voyez.
sur un socle qui se permet de charger et qui devient une sorte de luminaire intérieur. On les prend, on va dehors avec, il n'y a pas de problème. De la même façon, comme je suis resté en résidence chez Baccarat, j'étais étonné d'ailleurs, je suis le seul pourtant ils ont travaillé avec Stark, avec plein de designers, je suis le seul à avoir demandé de rester la nuit pour voir comment ça marche. C'est pas d'habitude, les réunions se font à Palais Place des États-Unis, mais aller à l'usine, être avec les gars et tout ça, moi ça m'intéressait vachement parce que j'étais intéressé par la matière. Puis alors là, ô combien la fusion, tout ça, c'était extraordinaire. Et donc ils avaient des vieilles carafes qui restaient dans les trucs, donc je les ai un peu inversées. J'aurais percé le cul, si je puis m'exprimer ainsi, j'ai remis le bouchon dessus et c'est devenu en fait des tiges. Alors un hommage au souffleur, hein, puisque c'est une allégorie de la canne de souffleur. D'ailleurs, cette petite olive est l'interrupteur. Et évidemment, on peut le prendre parce qu'il est sur chargeur et aller dehors avec. Alors évidemment, on a l'air d'un pape quand même avec un truc pareil. Mais si on en a plusieurs comme ça dans son jardin ou voilà, dans un parc, on peut avoir un truc. Et puis dernièrement, on est en train de mettre au point un fragment de groisille, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire en fait c'est du cristal brut avant qu'il devienne un verre, un lustre ou autre chose, pour faire un centre de table et qui sera sur chargeur aussi évidemment. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Yann. C'était assez fascinant de voir la diversité des supports sur lesquels tu es intervenu et finalement les champs d'exploration très larges dans lesquels tu t'es lancé. Avant de passer aux questions, peut-être que vous avez les uns ou les autres, juste un point auquel j'avais pensé également, il me semble qu'à une époque tu es intervenu sur des trains. Tu as allumé des trains de l'intérieur, peut-être de l'extérieur aussi. Et c'est vrai que chez nous, alors on a vu passer dans tes travaux tout un tas de supports sur lesquels nous-mêmes on travaille, que ce soit les ponts, les routes, les espaces urbains, l'architecture, le design pas encore, oui, hélas, non, mais les trains c'est un sujet pour nous. Est-ce que tu peux nous en parler 2 minutes ? Mais volontiers. Le truc c'est que c'est pas pour me gonfler les chevilles, mais disons que franchement si je vous avais montré d'une façon encore plus large tout ce que je fais, je pense qu'on en aurait eu pour plus que la journée. Parce qu'il y a, si je regarde les toutes premières installations que j'ai pu faire, et les interventions, ça date des années début 80. Donc j'ai pas pu tout montrer. Je vous ai fait une petite sélection comme ça, mais effectivement, avec la compagnie Bombardier, ce qui n'a pas été simple non plus, parce que à chaque fois, vous avez pu le constater sans doute, ou l'imaginer, c'est qu'à chaque fois d'intervenir comme ça dans des espaces qui ne sont pas dédiés à l'artiste par définition, c'est à chaque fois un truc que vous connaissez bien, vous, dans vos histoires de négociation, mais c'est des sacrées négociations, quoi, parce que pour certains cas, il faut des autorisations, pour d'autres, il y a des histoires de sécurité, pour énormément de paramètres qui sont à combler avant de pouvoir réaliser la chose. D'ailleurs, Christo, que vous connaissez de nom, cet artiste qui a emballé le Pont Neuf, notamment, et qui avait fait aussi le Reichstag, où il a été obligé d'aller demander à l'Assemblée allemande s'il pouvait intervenir très éphémère, très quelques jours comme ça sur le bâtiment. Il a fallu qu'il se présente devant tous les députés allemands pour obtenir l'autorisation. Alors lui, il disait que la recherche de financement et l'obtention des autorisations fait partie intégrale de l'œuvre. Et je peux vous dire que c'est vrai. Donc on n'a pas fait... Il suffit pas de faire le dessin, etc. Il faut aussi aller vendre sa salade, quoi. Et pas forcément avec un agent artistique, mais il faut y aller soi-même. Donc j'y vais à chaque fois. Et pour ce qui est de Bombardier, c'est ça qui a été complexe. C'est qu'on arrive dans un monde où ils ne s'attendent pas à ça, quoi. Leur proposer d'avoir un plafonnier qui est
en action avec l'avancée du train, que quand les portes s'ouvrent, c'est tout blanc devant, juste pour que tout le monde arrive bien, mais que dès que ça se ferme, ça passe au bleu, et pendant tout le temps où le train roule, ça passe du bleu au turquoise, puis quand il freine, ça passe du turquoise comme un coucher de soleil, on arrive vers les orangés, et que quand il s'arrête et que les portes sont encore fermées, c'est tout rouge, et puis que quand ça s'ouvre, ça redevient blanc, etc., etc. Plus lui remettre de la lumière sous les bancs, parce qu'ils avaient fait un truc extraordinaire, Bombardier, sur ce train que vous pouvez emprunter, hein, c'est la ligne E, ou je sais pas quoi, enfin il faut prendre un Gare Saint-Lazare. Dessous, ils avaient fait un truc exceptionnel, c'est qu'ils arrivent à mettre 3 sièges sans pieds. Et comme c'est un train serpent, là, vous mettez à plat ventre, vous voyez la totalité du dessous du train, il n'y a rien qui gêne, et donc tout le monde a les pieds baignant dans le bleu, quoi. Et au-dessus, ils ont des points de LED qui sont suffisamment conséquentes pour pouvoir lire. Donc ça a été long, il a fallu faire des prototypes, des maquettes à l'échelle 1. Bon, ça tombe bien, ils en ont fait plusieurs, donc on venait à chaque fois se greffer dans chaque chose, quoi. Voilà. Mais trains, bateaux, avions, enfin, on a déjà tenté maintes reprises. C'est pas toujours abouti, mais ça va venir. Bon. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Moi, je veux bien. Avec la lumière, on joue beaucoup sur l'émotion. Oui. Et ça me rappelle une des références qu'on a à Lyon, qui est le tunnel de la Croix-Rousse, où au fond, on avait comme sujet un tunnel pour mode doux, donc piéton, poussette, vélo, pas de voiture, et puis à aménager pour que les gens ne se sentent pas stressés dans ce passage un peu lugubre sur 2,5 km. Donc je me pose la question de savoir comment est-ce que vous arrivez à dialoguer, parce que avec le client final, pour lui proposer quelque chose qui soit ni angoissant, qui puisse le faire jouer sur l'émotion. Comment est-ce que ça se construit au fond cette œuvre ? Moi, en réalité, je n'ai rien inventé. Il faut... je peux faire plein de parallèles avec d'autres métiers qui ont besoin d'avoir ce rapport à la séduction par rapport à la chose. Donc, puisque je ne faisais pas de l'art distribué par un système marchand de type galerie, il fallait bien que je trouve un système pour pouvoir communiquer l'esprit, ou en tous les cas l'ambiance, le climat, la chose que je voulais, et toujours une petite histoire que je raconte d'ailleurs à chaque fois sur chaque lieu, quoi. Donc j'ai repris le processus des gens qui ont souvent besoin beaucoup d'argent, le cinéma. Donc je fais un synopsis. Un synopsis, c'est exactement comme le cinéaste est obligé de le faire, réalisateur en tous les cas, pour trouver les producteurs. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu des synopsis de cinéma, mais ils sont quand même très élaborés, ils sont de plus en plus, surtout avec les phénomènes hollywoodiens. Donc c'est des véritables bandes dessinées, c'est plan par plan, on sait exactement, et on arrive un peu à savoir tout combien va coûter ce film. Et nous, on fait exactement la même chose avec Philippe et les autres camarades de l'atelier. On fabrique carrément un scénario où il y a des écrits, pour la part philosophique de la chose. On fait des dessins, moi à la main en départ pour indiquer les choses, puis ensuite des images numériques. Nous en avons eu quelques-unes pour amener la chose. Et puis évidemment, on a aussi toute une part où on fait carrément des plans, mais qui ne sont pas des plans d'exé, qui sont des plans à partir de la base de ce qu'on peut obtenir, des architectes ou d'autres éléments. Et on peut positionner les sources, c'est-à-dire on peut expliquer d'une façon technique là ce qui a été vu sur les images de synthèse ou les vidéos ou les choses qu'on montre pour séduire. Hein. Donc, je me suis aperçu très vite, depuis la fin des années 70, qu'à chaque fois qu'il y a une commande comme ça qui se passe, il y en a toujours 3. Il y en a 2 dans l'ombre plus ou moins, mais ils sont pas souvent dans l'ombre. Et puis il y a ce qu'on dit le patron. Mais en fait, le patron, lui, s'intéresse de l'image, de la philosophie d'histoire, si ça lui plaît. Mais très vite, il va se retourner vers ses 2 assesseurs
Je ne sais pas si c'est une allégorie avec autre chose qu'on connaît par 3, mais en tous les cas, il va se pencher sur celui qui s'appelle la finance, qui va lui demander, mais c'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte? Et puis il va se tourner vers l'autre, qui est la technique, et il va dire, c'est bien beau, mais est-ce que ça marche, cette histoire qu'on ne connaît pas bien? Donc, le synopsis, il est fait pour répondre à ces 3 entités tout de suite. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire 3 rendez-vous successifs. Tout le monde est au courant, au même moment, de comment ça marche, combien il faudra de sources, où elles seront positionnées, comment ça fonctionnera. Et du coup, nous, on ne fait pas de négociation financière, puisqu'on est marié avec personne au niveau des marques, mais on a des prix catalogues, on sait à peu près. Donc on fait aussi, comme le fait un économiste pour un architecte, on fait une petite étude économique de la situation. Donc on sait à peu près, catalogue sans négociation, combien coûtent les appareils. Et pour avoir la main-d'œuvre et le câblage, on multiplie par 2. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est pas sérieux comme économiste, mais quand même, ça nous approche à plus ou moins 20% de quelque chose qui est très proche de la réalité souvent, quoi. Voilà comment je fais pour essayer d'arracher les choses. Bonjour. Ce que vous dites là sur on n'a pas de prix catalogue, ou on fait nous-mêmes, ça m'évoque... en fait, est-ce qu'il y a des ingénieurs lumière? Vous seriez architecte lumière, si on fait un raccourci. Et nous, on a l'habitude, quand on a des architectes qui dessinent des projets, et ben, nous, on vient derrière avec la technique, justement, puis la finance, mais on a un lien entre les deux. Est-ce que finalement, vous êtes tellement particulier qu'il n'y a pas d'ingénieur lumière qui fait le lien, ou est-ce que ça pourrait être un rôle? Non, en fait, je ne suis même pas architecte de lumière. Ça c'est des appellations que certains... Non, je suis un... Comment dire? Ça paraît bizarre, mais je suis rien d'autre que l'affiliation des sculpteurs, quoi. Je dirais mon arrière-grand-père pourrait être Rodin. J'aurais aimé, mais bon, c'est pas... Non, mais pour vous parler de Rodin 2 secondes, pourquoi? Parce que je parle de Rodin. Parce que Rodin est le dernier statuaire, le premier sculpteur. Et qu'est-ce qu'on entend par sculpteur? Sculpteur, ça donne toujours l'idée d'un mec, un burin et un marteau. Mais en fait, il était beaucoup plus modeleur qu'il était sculpteur. Bien sûr, il savait manier la broche et le burin, mais il avait d'abord au sein de son atelier, un peu comme moi, il avait des praticiens, donc des spécialistes, un du marbre, l'autre des moules, donc il y avait tout un ensemble de personnes. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis encore sculpteur. C'est-à-dire que, moi, il n'y a plus de terre à l'atelier, mais il n'y a plus de sellettes et des terres, mais il y a des ordinateurs et des logiciels spécifiques. Mais c'est pour ça qu'on est notre atelier, je vous y invite tous à venir, pour certains connaissent, à venir y déjeuner un jour, prochainement, si vous voulez voir comment fonctionne l'atelier, on est 7, 8. Et je ne veux surtout pas qu'on soit plus. Parce qu'on est toute la journée ensemble, on travaille avec une espèce de 3 secteurs, et il y a des spécialistes, évidemment, qui sont là, il y en a 2, principalement, qui sont là pour avoir du lien avec les ingénieurs. Donc, il n'y a pas besoin d'ingénieur lumière, moi j'ai besoin d'ingénieur électrique ou informatique, et c'est pour ça qu'avec CETEC, on se trouve, parce qu'il y a la mise en phase des plans pour donner à l'architecte, pour tout ça. Moi, je n'ai pas une agence d'architecture de 150 personnes, parce que c'est extrêmement chronophage, l'architecture. Il y a bien entendu un créateur au départ qui est l'architecte, mais après, il donne ça à ses chefs de projet qui eux-mêmes dirigent une tripotée d'assistants qui eux-mêmes ont chacun leur secteur. Et jusqu'à présent, dans l'architecture, la lumière, elle est traitée comme du chauffagisme. Et c'est ça le problème. C'est que la lumière matière, la part oubliée de la lumière, ce qui peut amener une poétique dans quelque chose, c'est d'arrêter de considérer qu'il faut mettre des trucs comme ça parce que ça va faire tant de luxe au mètre carré, et on-off en plus, on l'a vu tout à l'heure, baisser, non. Ici, on ne sait même pas mettre un variateur sur les boutons, ça commence à venir, mais c'est même pas évident. Donc, la lumière, c'est d'abord une matière qui permet de manipuler les intérieurs tout comme les extérieurs pour en faire, pour ma part en tous les cas, une œuvre, une création, un élément sculptural
d'un bâti, d'une grue, comme vous l'avez vu, ou d'un espace qui est paysager, mais aussi en intérieur, donner la possibilité. C'est pour ça que j'ai fait ces objets nomades, c'est pour qu'on prenne la lumière avec soi, qu'on aille mettre des climats. Elle a l'air de rien, bon, c'est dommage qu'elle coûte si cher, mais la lanterne d'Hermès, elle se sépare en 4 et elle peut se mettre à la fois allongée, elle est suffisamment puissante pour faire de l'indirect, sans les avoir, ou être simplement posée comme ça et permettre de lire tranquillement et avoir une lumière douce. Et tout ça, c'est dans le même appareil, 8 heures de charge, on part avec, on vient le recharger. Donc, il y a un travail considérable. D'ailleurs, j'ai écrit là récemment un bouquin pour ça, j'en ai un peu, à force de le dire, c'est comme ça, moi, ça écrit. Je veux dire, la lumière-matière, la part oubliée de tous les grands projets d'architecture, d'urbanisme, etc. Pourquoi ? Et c'est pas de la faute des ingénieurs, croyez-moi, je suis vraiment très collaborateur et très collaboratif avec les ingénieurs, puisque au contraire, moi j'ai besoin d'eux et je respecte profondément leur boulot. Mais pour l'instant, la lumière urbaine et la lumière en général, on leur a filé ça. Et eux, c'est des ingénieurs. Ils sont là pour voir et être vus, point à la ligne. Et on leur demandait rien d'autre d'ailleurs. C'est récent qu'on commence à avoir une idée. Ça a commencé avec l'idée des jardiniers. Ça s'appelle plus les jardiniers, hein, ça s'appelle des paysagistes. D'ailleurs, les paysagistes dans Montmartre, ils veulent se rappeler des jardiniers. Mais le paysagisme, c'est rien d'autre que de la sculpture aussi. C'est du land art. C'est de la modélature. Avant, on plantait, des gazons ou des allées de pâquerettes, point. Puis c'est tout. Mais maintenant, c'est devenu un autre métier. Et là, moi, j'essaie toujours d'insérer, je tiens à insérer toujours ce rapport à la perception. Comme disait Gilles Deleuze, les artistes créent des percepts, contrairement aux philosophes qui créent des concepts. Concept, tu n'es pas obligé de le mettre en application, mais le percept, il n'y a pas de percept sans affect. Donc, ces artistes font ça. Donc, je me suis permis de venir foutre les pieds dans le monde qui, normalement, ne m'est pas dédié. Voilà. Vous avez montré tout à l'heure le centre de maintenance et de remisage d'Aulnay, ce que vous appelez le dortoir à métro. Oui. Alors c'est vrai que ces ouvrages-là, quand on les montre sur nos présentations, on les présente toujours de nuit avec l'éclairage parce qu'ils sont quand même nettement moins sexy le jour que de nuit. Et si on descend un peu dans le Grand Paris, parce que c'est quand même un des sujets qui nous préoccupe aujourd'hui beaucoup, un des sujets pour gagner l'affaire au départ, c'était de faire descendre la lumière naturelle au fond. Ce qui est un challenge parce qu'on descend à 35 mètres, 40 mètres, donc c'est pas simple, et puis on descend pas dans un univers complètement ouvert à l'extérieur, il y a des obstacles de partout. Est-ce qu'on se fourvoie pas ? Est-ce qu'on ne cherche pas désespérément à faire descendre la lumière naturelle au fond, alors qu'il faudrait avoir une approche au fond, accepter qu'on est au fond, et faire totalement différemment ? En plus, d'être au fond, d'être dans un trou, avec cette lumière matière dont je vous ai parlé, vous en avez vu quelques-unes, on peut obtenir des climats lumineux, puisqu'on est au fond. Mais somme toute, pour le Grand Paris, on ne va pas être au fond pour devenir des endives. On est au fond parce qu'on y passe, on y va, on y sort, on en revient. Donc, c'est un lieu de dynamique, de circulation. D'ailleurs, c'est drôle que vous parliez du Grand Paris. J'ai vu le président du Grand Paris la semaine dernière, non, même cette semaine. Et ce que je viens de vous dire sur la lumière matière, je l'ai alerté. Je leur ai dit, attention. Vous avez là un projet de 72 architectures ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus, 72, combien ? 68, bon, en plus un chiffre devrait me souvenir. Donc 68, c'est voilà, c'est quand même considérable. Il va y avoir le matériel évidemment roulant. Donc je vais tenter, mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les présenter, parce que je voudrais bien savoir qui va avoir le lot matériel roulant. Monsieur Alstom, sans doute, à cause de la situation. Mais enfin, bon, bref, il faudrait quand même que j'arrive à leur parler
pour leur montrer ce que j'ai fait avec leur concurrent Bombardier, qui, entre parenthèses, vous savez très bien comment ça se passe pour le truc. Il y a 50... c'est Alstom qui fait tout, mais enfin c'est Bombardier qui fait la moitié, puis voilà. Donc c'est toujours comme ça que ça s'est passé, et ça m'étonnerait que ça continue à pas se passer comme ça. Mais j'aimerais bien faire, par exemple, les trains qui vont aller dans le dortoir sur lequel je suis dit aussi. Mais pour cette histoire d'intérieur-extérieur, de rapport, enfin, il y a quelque chose de fantastique à faire. Vous avez bien vu dans l'escalator, je vous assure que l'escalator américain, il est très 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 long, et on pénètre vraiment, on va très profondément. D'ailleurs, ces escalators, on n'aurait pas le droit de les faire de cette distance-là en France. Mais quand vous en prenez certains du RER, ils sont déjà bien profonds. Et on voit bien comment c'est. C'est sinistre total, quoi. Ces descentes sous terre. Alors envoyer la lumière solaire, oui, d'accord, mais quoi? Pour la journée et le soir, et pendant les périodes hivernales qui sont les nôtres dans notre latitude. À 4h, 5h de l'après-midi, pendant au moins 4-5 mois, il fait nuit. Hein. Il fait nuit quand vous partez bosser, il fait nuit quand vous revenez de bosser. Donc je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait un truc pour faire venir la lumière naturelle, puisque de toute façon il fait nuit. Donc c'est au contraire, on peut peut-être user de tout un tas de subterfuges pour amener la lumière naturelle, solaire, mais sans qu'elle soit forcément faite par un trou pour... voilà. D'ailleurs, pour ce coup du ciel, ce qu'ont remarqué d'abord nous, notre équipe, mais surtout après les usagers du train Bombardier, très fréquemment, surtout dans la circulation bleue, on a vraiment l'impression qu'il y a un trou dans le plafond. Puisque c'est en plus un grand serpent, donc il y a plein de trous, et ils ont l'impression d'avoir un ciel bleu, quoi. Comme on l'aurait s'il y avait un toit vitré, quoi. Voilà. Est-ce que vous prenez votre inspiration sur les lieux où vous allez faire votre projet, ou est-ce que c'est imposé par les clients, ou est-ce que vous ramenez des choses nouvelles vers cet lieu, par exemple? C'est un peu tout ça. Ouais. Oui, c'est un peu tout ça, parce qu'en fait, si vous voulez, comme je vous ai dit, j'ai une pratique qui ressemble assez près de certains paramètres du cinéma. Je fais toujours des repérages. Et alors là, ce qui est assez drôle, c'est qu'il m'arrive très fréquemment de détourner la commande. Pas particulièrement quand c'est une notion de paysage, de parcours ou de choses comme ça. Je vous prends le port de Saint-Nazaire, c'est quand même rigolo l'historique de la chose. J'avais été appelé à peu près à la même époque qu'aujourd'hui, c'est-à-dire mai-juin, par un gars qui s'occupait dans Saint-Nazaire de la fête de la mer au mois d'août. Et il voulait, et à un moment donné je l'écoutais, je parlais, en fait il voulait une espèce de Jean-Michel Jarre, si tu veux, pour faire un truc sur les bassins du Petit Maroc, devant la base sous-marine, avec un orchestre philharmonique. Puis à la fin, je lui dis, mais non, vous vous trompez, c'est pas Jean-Michel Jarre ici. Je fais pas beaucoup de genre de scénographie de ce genre, et encore moins. Voilà. Et puis surtout, ce que je comprends pas, c'est pourquoi déployer tant de moyens, tant de choses, pour ce lieu absolument magnifique, qui est ce lieu portuaire avec ses grues, etc., seulement pour le mois d'août, pour les touristes, et pourquoi pas pour les Nazériens, toute l'année. Et le gars a percuté, a dit « Oh, je vais vous rappeler, je vais en parler au maire, oui, effectivement, etc. » Et en fait, moi j'ai cru qu'il ne me rappellerait jamais, parce que c'est souvent, genre, on vous rappellera, oui, d'accord. Et puis en fait, ils ont rappelé très vite. J'ai vu le maire la semaine suivante, et puis je lui ai déballé mon truc, en disant « Vaudrait mieux faire un parcours, avoir un truc. » Et lui, il habitait sur le port, ça tombe bien, il y a un truc qui s'appelle le building, il habitait en haut, vous voyez le port toutes les nuits dans le noir absolu. Et il avait sa petite idée de port, machin, mais il était très très jeune à l'époque, batteux. C'était sa première mandature. Et puis voilà, puis c'est parti comme ça. C'était un détournement total. Tu n'étais pas là. Normalement, j'aurais dû faire un concert de lumière pour le mois d'août. Donc il y a détournement souvent, mais il y a repérage avant. Et puis, il arrive que pour pas mal de villes ou un truc comme ça,
de par cette idée de raconter une histoire, etc., de mettre en exergue des éléments qu'ils ont devant leur pif depuis tout le temps et qu'ils ne voyaient plus. Du coup, voilà, il y a aussi un effet de surprise, et puis ça les séduit beaucoup de voir qu'on s'est occupé de leur lieu, de leur endroit, etc., en ayant un point de vue qu'ils n'avaient pas deviné, ou qu'ils n'avaient pas pensé, ou qu'ils avaient oublié, tout simplement. Voilà. Pardon, j'ai une question qui va à peu près dans le même sens, parce Oui. que moi, je me demandais quel est le message d'artiste finalement dans tout ça, parce que le parcours, enfin, la présentation que vous avez faite, c'est un message des techniciens qui observent, qui créent à partir de la nature, qui donne la vie aux choses qui existent déjà, et finalement ces choses continuent à vivre leur propre vie. Donc quel est votre message d'artiste dans tout ça? Bah, je m'appelle pas Jésus non plus, hein. J'essaie de faire un message relativement modeste. Enfin, c'est un message poétique, ça c'est certain. J'utilise très souvent un terme d'un ami qui s'appelle Kenneth White et qui parle de géopoétique, non pas politique. Et la géopoétique, c'est une forme d'explication qu'il a eue pour un certain nombre de ses écrits. Et je me l'approprie de fait. Comme tout à l'heure, je parlais de Christo, je peux parler de lui aussi. Moi, mes pères, si je puis dire, en termes de sculpture et tout ça, ont été au plus proche, même si c'est pas vraiment la même chose, les land artistes. Le land artiste, c'est surtout un mouvement américain, il y en a un peu en Angleterre, mais c'était une intervention sur l'espace naturel, sur l'espace lointain, mais c'est mon message, qui n'en est pas un, c'est plutôt d'inciter, d'aller dans ce qu'on a maintenant nous en soi, ce que je l'ai appelé la cinématique. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un des premiers de la génération de l'image, parce qu'avant c'était la radio ou un cinéma extrêmement exceptionnel. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, lors de la projection des Frères Lumière du train rentrant en gare, tout le monde s'est barré de la salle quand même. Ils avaient peur que le train allait les écraser. Cette notion, par rapport à cette nouvelle chose qui était l'image, aujourd'hui, elle est totalement absorbée par tous nos neurones à nous tous. Aujourd'hui, on a, sans s'en rendre compte, on sait ce que c'est qu'un panoramique, on sait ce que c'est qu'un travelling, on sait ce que c'est, je ne le dis pas en termes de cinématographique, mais on est tous induits de par le nombre d'images qui nous font, depuis notre tendre enfance, vivre, l'image de la télé, l'image du cinéma, tous les effets spéciaux de cinéma, tout ce qui existe aujourd'hui dans le langage cinématographique, la grammaire du cinéma. Donc, ce que je tente de faire, c'est qu'une œuvre plastique, telle que celle que en faisant réapparaître des choses qui n'apparaîtraient pas forcément de jour de cette façon-là, et en remettant comme ça une sorte de modélature du paysage, je permets aux spectateurs d'être acteurs de l'œuvre aussi. Puisque je tente, et c'est pour ça que je travaille plus en volume, et d'où mon rapport à la sculpture, qu'à plat, je ne convoque personne devant un cadre. Moi, je demande à ce que les gens soient dans la forme, dans le cinéma, dans le film. Et que leur cadrage, leur travelling soit comme ils le souhaitent. Dans mes installations, il n'y a pas d'ordre de la visite, comme dans les musées. On peut la prendre par n'importe quel bout. L'idée, c'est d'avoir cette déambulation dans un espace de sensations. Alors voilà, c'est juste ça. Mon message, il n'y a rien de biblique. Je veux dire, c'est juste que peut-être, si on veut s'amuser un peu en philosophie, peut-être qu'on ne voit pas toujours les choses comme elles le sont en réalité. Voilà. Finalement, c'est un petit peu comme si vous faisiez de la réalité virtuelle aujourd'hui. Oui, sauf que moi, j'ai pas de bidouillage extrêmement sophistiqué pour être dans un truc. Je tente de faire de l'immersion, quoi. Enfin, en tous les cas, de suggérer à s'immerger dans la chose. J'aurais souhaité savoir
quel est le support le plus insolite sur lequel vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a un en particulier qui vous a posé des difficultés, ou alors un challenge que vous avez pu relever? Ouais. Bah, en fait, c'est de ma faute, parce que c'est quand même, je les cherche, les emmerdements, hein, si je puis dire. Et donc, insolite, j'en ai trouvé toujours plein. Mais la lumière, il y a une technique pour la manipuler, en fait, hein, comme les peintres ont leur technique pour faire un certain nombre de rendus avec la couleur et avec la façon de tracer ou de peindre. Avec la lumière, on doit prendre en compte de toute façon la notion, les notions simples physiques, hein, d'absorption de la lumière, au contraire réflexion, au contraire reflet. Donc à chaque fois que j'investigue un endroit, j'essaie toujours de trouver qu'est-ce qui va me donner, qu'est-ce qui va rendre. Là, je suis en train de faire une installation, exposition à Quimperlé, qui va ouvrir à partir du 27 mai prochain jusqu'au 2 octobre. Si vous passez dans le coin, allez donc voir. Et là, j'ai une problématique, c'est que j'ai une salle qui est noire, comme vous avez pu voir quelques expérimentations, et j'en ai une autre qui est très blanche. Elle est totalement blanche d'ailleurs. Et en plus, j'ai mis un sol en miroir qui la double. Alors, toute la problématique, c'est de concevoir la matière-lumière que je vais envoyer là-dedans pour donner le climat que je souhaite obtenir dans une pièce noire. Mais si vous balancez de la lumière, aussi faible soit-elle, dans une pièce blanche, ça rayonne partout, puisque le blanc, contrairement au noir, n'absorbe rien, mais renvoie tout. Donc c'est complexe. C'est complexe parce qu'il faut bidouiller la lumière et travailler sur l'intensité, sur la puissance, sur tout ça, pour obtenir quand même quelque chose de visible, mais qui ne soit pas pourvu de trop d'éléments de renvoi, quoi, que les photons soient un peu calmes. Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, mais il m'est arrivé évidemment de rencontrer... alors, par exemple, avec les architectes, etc., j'essaie de leur inculquer, si je puis dire, un petit peu de cette technique qui n'est pas de l'ingénierie pure, mais qui est quand même un rapport important de la maîtrise du matériau. Et donc, du coup, comme la lumière est immatérielle, c'est le matériau qui va la rencontrer, qui va renvoyer le truc. Donc, il peut y avoir des aberrations. Je peux avoir l'idée ou leur proposer de faire une lumière indirecte et qui me peignent le mur en blanc lac. Autant mettre un miroir, comme ça, ce sera très bien, donc on renvoie tout. Non, il faut que le mur, à ce moment-là, soit blanc, mat, très mat et absorbant. Mais oui, mais satiné. Non, pas satiné. Satiné, ça sera pareil, c'est blanc, mat. Parce que même un satiné, on voit l'impact de la source. Donc voilà, c'est surtout à chaque fois de travailler, de jouer sur cette notion de matière. Oui, dans le contexte un petit peu politique par rapport à l'environnement et la consommation d'énergie, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous avez des limites, notamment sur l'illumination des grands immeubles? Oui. Alors ça, c'est drôle parce que vous parliez de ça, parce que bien avant qu'arrive la LED, j'ai toujours utilisé des sources, mais pour une raison, je dirais presque, comment dirais-je, égoïste par rapport à l'œuvre. Si je fais quelque chose avec un matériau aussi sensible que l'électricité, les lampes et les machins comme ça, j'ai tout intérêt. Si je veux que mon travail reste et perdure un petit moment, il ne consomme pas trop. Et surtout qu'on ne soit pas obligé de changer les ampoules tous les 15 jours. Donc, sinon, mon travail, s'il n'est pas un peu sectionné, il n'existe plus. Donc, et pas forcément par un souci écologique au départ, puisque c'était pas encore arrivé vraiment. Mais en fait, j'ai toujours utilisé des sources, avant même que la LED arrive, qui étaient moins consommateurs d'énergie possible. Les plus insérables dans la matière de l'architecture ou dans les éléments. Donc j'ai utilisé beaucoup de néon à l'époque, parce que le néon était... tout l'opéra de Lyon, au départ, était en néon, par exemple. Donc la consommation de la totalité de la voûte, c'était la valeur de 2 ampoules de 100 watts, quoi. Hein.
Donc c'était, ben oui. Et là maintenant avec les LED, vous pouvez carrément enlever un 0 de ces consommations d'époque. Donc moi vis-à-vis de ça, je suis plus qu'à l'aise. Surtout par rapport à d'autres termes d'illumination, illumination, que j'appellerais plutôt de la pâtisserie lumineuse, enfin, où ils chargent un peu quand même la bête, et à l'époque, ils le faisaient avec des lampes au sodium ou à iodure métallique, qui consommaient quand même pas mal, et qui étaient assez fragiles. La Tour Eiffel, notamment, était chargée Et on a fait le calcul récemment, combien consomme la Tour Eiffel, c'est hallucinant. Donc, voilà. Maintenant, je voudrais mettre un bémol aussi sur la notion écologique de l'électricité. Ce n'est pas malheureusement les illuminations, encore moins la lumière, qui fait un impact considérable sur écologiquement parlant. Il faudrait penser à la clim, qui ne se voit pas, mais ça y va franchement. Tout un ensemble d'autres outils qui nous sont du quotidien et qui consomment énormément d'électricité. Si on veut parler purement d'électricité, j'entends. Un grand immeuble illuminé comme ça toute la nuit et toute l'année, ça doit coûter quand même beaucoup d'argent, non? Non. Pas du tout. Ce qui coûte énormément dans un grand immeuble, c'est ça, là. C'est tout ça. Vous savez, à l'époque du choc pétrolier, il y a eu toutes les discussions, c'est les 2 premiers chocs pétroliers. Ils se sont aperçus que éteindre les tours de la Défense et les rallumer coûtait plus cher en termes de coût d'énergie que de les laisser allumer toute la nuit. Du coup, ils les ont laissés allumer toute la nuit. Mais à l'époque, c'était des fluorescents. Mais la bande d'amorçage, l'amorce, etc., de ces lampes à décharge, en fait, faisait des pics considérables. Donc, en fait, moi, les installations que je puis faire sur la peau même, comme la Deutsche Post, etc., la valeur totale, c'est 2 aspirateurs balais Moulinex, de la totalité de la tour. Je vous en fais la démonstration par calcul quand vous voulez. En fait, c'est tellement... Enfin, c'est des lampes de 1 watt, quoi. Ou de 0,5 watts. 4 aspirateurs. Oui, pas 2. Bon, 4, alors, si tu veux. Oui, bon, 4. Bon, 4. Et au-delà de l'aspect coût de l'énergie, il y a un autre aspect écologique aujourd'hui, c'est l'impact sur la faune et la flore, par exemple. Enfin, pas la flore, mais surtout la faune. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Ah, complètement. En plus, ça tombe bien, parce que j'ai toujours dit qu'il y avait des matins de la nuit, des midis de la nuit, des soirs de la nuit. Donc, il est hors de question de laisser pleine balle, sans arrêt. En plus, ça n'a pas de sens avec les scénarios que je sais de dessiner. Je veux dire, il y a des veilles, il y a des éléments comme ça, et donc on rentre en phase, comme vous pouvez le... Vous savez peut-être que Gilles Clément, qui est un grand défenseur du paysage, et puis Michel Deving, mais aussi tous les paysagistes avec qui je travaille, moi, j'ai jamais été gênant pour eux. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière qui est mise aujourd'hui sur les végétaux, c'est trop, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop et c'est beaucoup trop long. Parce que ça perturbe effectivement les choses. Et quant aux animaux, je dirais tous les volants et autres insectes, c'est pareil. Il y en a trop à un moment donné, mais ça, c'est la dictature du luxe-maître. Je ne suis pas pour grand-chose. Moi, j'essaie, mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir des... Au contraire, je dirais, ça va bien dans mes scénarios qu'il y ait justement des ponctuations dans la nuit, voire même une veille, voire même une extinction. Voilà. Juste pour réagir sur ce que vous disiez, je me souviens d'un projet où la ville de Paris nous avait répondu sur le projet de l'illumination du tram, les arbres ont droit à la nuit. Et c'était vraiment une remarque qu'on avait dû prendre en compte. Et en parallèle, dans complètement autre chose, sur un programme qui s'appelle Data City avec Numa, qui est un des incubateurs des startups, on est en train de mener un projet pour diminuer l'intensité lumineuse de l'éclairage de la ville de Paris pour justement faire en sorte que quand il n'y a personne, ça éclaire moins, et avec des capteurs intelligents qui re-augmentent l'intensité lumineuse, et on essaye d'éduquer tout le monde pour expliquer que ça ne va pas être plus dangereux. Et voilà. Et donc ça amène, la question que je voulais vous poser, c'est comment votre travail peut s'interfacer avec les nouvelles technologies, des choses depuis des capteurs, des données. On voit que vos installations réagissent à
données en temps réel, mais peut-être aussi à l'autre extrême des technologies nouvelles. Enfin, voilà. L'idée derrière ça aussi, c'était qu'on pourrait imaginer qu'en tant qu'artiste, vous seriez quelqu'un d'un peu éthéré qui j'allume des choses. Et en fait, je trouve que dans votre discours, pas du tout. Vous parlez de choses très techniques, de photons. Enfin, vous avez l'air quand même très ancré dans la technique. Donc c'est cette articulation qui m'intéresse. Mais bon, tout ce que vous dites, je vous ai raconté. Vous vous souvenez de ces histoires de scénarios que je fais et cette histoire que je raconte. Ouais, c'est impeccable si la technologie... parce que j'aurais pu les mettre en place dans certains éléments, mais sauf que ça coûtait très cher et que c'était pas d'actualité. Mais moi, je suis pour qu'il y ait des baies. Je vous parlais tout à l'heure du gradateur. On n'a même pas. Même là, si on veut avoir un climat, si on voulait pas s'en prendre plein la tête, on pourrait, mais on peut pas. Soit on éteint toute une rampe, soit on rallume tout. Donc, de la même façon, pour l'extérieur... Et puis, il faut aussi que je vous parle d'un truc, parce que ça m'y fait penser. Il y a une très grosse différence entre la lumière que l'on fait pour des intérieurs. C'est pour ça qu'autant de designers ont fait autant d'abat-jours qu'il existe et de lumière, machin, pour mettre dans son chez-soi, avec la lumière qu'on met à l'extérieur. L'extérieur, et moi je m'y suis confronté dès le départ, l'extérieur, au début, quand j'ai commencé ces trucs-là, je ne pouvais aller chercher que du matériel chez Osram ou Philips et machin, qui était du matériel industriel. Il n'y avait rien qui pouvait résister dans le port de Saint-Nazaire avec le vent, le sel, la pluie, etc. Je veux dire, certainement pas une petite lampe de Stark qu'on met sur son bureau, quoi. On ne peut pas transcrire la lumière artificielle pour l'extérieur comme on l'a avec autant de souplesse pour l'intérieur. Donc ça, c'est une parenthèse, mais c'est pour dire que c'est pas, ça a l'air d'être de la même famille, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a un petit problème entre l'électricité et l'eau et l'humidité que, ben ouais, donc ça, on connaît ça. Donc ça va forcément évoluer considérablement. Je suis bien d'accord qu'on puisse mettre des capteurs, qu'on puisse avoir toute une électronique qui soit capable d'aller. Et ça va bien dans le sens de mes scénarios, puisque justement, en prenant l'idée que le spectateur est acteur, il le sera d'autant plus que ça fonctionnera comme ça. Par contre, j'ai des limites sur la notion de l'usage de la technologie à tout crin pour verser, et ça c'est très dangereux pour un artiste, de verser dans le côté subjugation de la technique, quoi. Le côté gadget, je prends mon iPhone, je change la couleur de la tour, tout ça sans moi. Ça, c'est bon pour, je sais pas qui, mais pas pour moi. Non, il faut quand même qu'il reste un sens de l'œuvre et du machin. Si c'est pour donner une Game Boy à tout le monde, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Voilà. Merci. Merci de... Écoute, merci beaucoup, Yann.